Je vais maintenant donner la parole à Stéphanie Guiraud-Chomeil, maire d'Albi et présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois. Je vous en prie. Alors évidemment, compte tenu du contexte sanitaire, nous retirons les masques exclusivement comme nous prenons. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et acteurs économiques, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, ce soir avec mes collègues Roland Gilles et Gérard Poujade, nous sommes particulièrement ravis de vous retrouver pour cette troisième édition des rencontres de l'investissement public, placées, vous l'avez dit, sous un format adapté de webinaire. En 2020, même si un certain nombre d'investissements ont été réalisés sur notre territoire, il ne nous a pas forcément paru opportun de maintenir ce rendez-vous maintenant annuel. Nous reprendrons les visites d'entreprise, réunions, rencontres, événements thématiques et autres moyens de se retrouver. Cette soirée, nous avons voulu la maintenir en 2021 et nous avons voulu lui conférer une énergie positive à l'image de vos activités dont nous avons à cœur très sincèrement d'accompagner la relance et le développement pour créer de la richesse et de l'emploi sur l'Albigeois. Parce que c'est ensemble que nous construisons l'avenir de ce territoire. Alors oui, ce rendez-vous annuel est en quelque sorte un symbole de notre action en faveur du développement économique local et de la relance des entreprises. Parce que le développement économique est au cœur de nos politiques publiques. Parce que l'accès facilité à la commande publique locale est apparu au premier rang des attentes des TPE, PME de notre territoire et nous avons entendu votre besoin d'anticipation et d'adéquation finalement entre l'offre et la demande. Parce que finalement aussi, les investissements prévus que nous allons vous présenter dans quelques minutes couvrent la majorité des secteurs d'activité que vous représentez. Il me serait impossible, bien entendu, de ne pas parler en quelques mots de la crise sanitaire que nous traversons ensemble depuis plus d'un an, même si c'est compliqué à dire, plus d'un an. Nous nous sommes efforcés pendant toute cette période de maintenir cette relation particulière, spécifique, que peut avoir un territoire aux côtés de ses entreprises. Dès la fin du mois d'avril 2020, le Grand Albigeois s'est efforcé, bien évidemment en lien avec les entreprises concernées, de relancer l'ensemble des chantiers, notamment du BTP. Moins d'une semaine après la parution des mesures qui réglementaient cette reprise des chantiers, plus de 13 chantiers avaient déjà redémarré et fin mai, la quasi-totalité des chantiers avaient redémarré en Albigeois. Dans la mesure des possibilités qui nous ont été données également, nous avons adapté nos offres et nos aides à ce que nous permettait de faire le contexte national, et notamment s'agissant des commerces, du tourisme, mais également de l'événementiel. Nous avons, M. Gilles pourra y revenir sûrement, fait bénéficier un certain nombre des acteurs du territoire d'aides et ou d'exonérations. Et puis globalement, outre les mesures d'aide au loyer, les exonérations d'occupation du domaine public et les autres mesures mises en place localement par les communes, les élus de l'agglo, sous l'impulsion de Roland Gilles, se sont mobilisés pour décider d'un plan de relance ambitieux de 2 millions d'euros, dont mon collègue vice-président vous précisera les contours dans quelques minutes. Au-delà de ces mesures, nous avons souhaité poursuivre une stratégie résolument volontariste, donnant la priorité aux investissements sur le territoire. En 2021, malgré une fragilisation évidente de ses finances due à la crise, vous vous en doutez, l'agglomération a voté son budget en février 2021 et a voté 50 millions d'euros d'investissement sur le territoire. 50 millions d'euros d'investissement pour l'année 2021, c'est 12% de plus que ce que nous avions voté pour le budget 2020. C'est considérable et en même temps c'est important, c'est fondamental pour nous, nous semble-t-il, de pouvoir continuer à accompagner l'investissement des entreprises. Vous le savez, l'agglomération est le premier investisseur public du territoire. Ces 50 millions viennent s'ajouter aux investissements qui sont d'ores et déjà prévus par les communes et que nous serons attentifs, vous le savez, à vous présenter de manière consolidée ce soir. Vous verrez dans la présentation à la fois des investissements d'agglomération, mais également des investissements communaux, parce que finalement, tous les investissements comptent. Alors la présentation de ce soir ne sera peut-être pas complètement exhaustive de tout ce qui sera investi sur le territoire cette année. Manqueront par exemple un certain nombre d'investissements qui ont déjà été lancés. Je prends pour exemple la ville d'Albi qui a voté son budget en décembre. Nous avons, monsieur le maire adjoint en charge des finances, d'ores et déjà lancé un certain nombre d'investissements parce qu'il nous semblait important que les entreprises puissent se positionner le plus tôt possible. Et donc, sans attendre cette soirée, quelques éléments, quelques dossiers ont d'ores et déjà été lancés. Et je pense par exemple
exemple aux terrains synthétiques et aux équipements sur la plaine de la Guittardier. Mais vous allez le voir, la présentation qui va vous être faite est quand même très complète. Elle brosse déjà un panorama particulièrement enviable de tout ce qui va être investi cette année sur le territoire et nous l'espérons de tous les marchés qui seront les vôtres d'ici quelques semaines ou quelques mois. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, Madame la Présidente. Je vais maintenant me tourner vers vos deux de vos vice-présidents. Alors, Roland Gilles, vice-président du Grand Albigeois en charge notamment du développement économique et de l'innovation, et Gérard Poujade, vice-président à l'économie sociale et solidaire et au développement des circuits courts. Messieurs, bonjour. Alors, le 29 septembre dernier, les élus communautaires ont acté un plan de relance économique visant à soutenir le tissu local dans le contexte de la crise de la Covid-19. La période que nous traversons est absolument unique et l'agglomération est assurément au rendez-vous avec un plan d'action qui se veut à la fois ambitieux et pragmatique. Monsieur Gilles, je me tourne vers vous. Je rappelle que vous êtes vice-président en charge du développement économique et de l'innovation. Peut-être tout d'abord quelques mots pour nous dresser le panorama, j'allais dire, du contexte économique actuel. Oui, merci. Le contexte, nous le connaissons. Et la première idée, le premier constat que l'on peut exprimer est qu'il est difficile de se faire une image extrêmement précise de la situation de l'ensemble de l'économie du bassin. Pourquoi ? Parce que, et nous le savons tous, du fait de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales qui ont été prises, notre économie, à l'échelon national, est quasiment sous perfusion. Les effets de la crise ne se voient pas trop encore. Pour l'instant, je vais donner quelques indicateurs. En revanche, nous savons qu'ils se verront davantage en 2021 et c'est ce que nous craignons tous ensemble, bien sûr. Quelques chiffres pour dire où en est notre économie du bassin albigeois, relativement préservée en ce début d'année 2021. Un salarié sur deux aura connu l'activité partielle, soit environ 10 000 albigeois. Il faut avoir cet ordre de grandeur présent à l'esprit. Sur l'ensemble du département du Tarn, nous ne connaissons que 52 plans de licenciement, ce qui est relativement peu et qui touche environ 250 salariés. C'est dire que l'économie ne s'est pas effondrée. Notre territoire représente une résilience également assez notable sur le bassin albigeois parce que, contrairement par exemple à Toulouse, à Figeac, nous ne sommes pas dépendants d'une mono-activité économique. L'aéronautique en l'espèce. L'aéronautique, bien sûr, en l'occurrence. Nous avons une diversification et donc un ADN de notre tissu économique qui, par cette diversification, oui, préserve relativement notre territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes du plan de relance qui a été initié avec évidemment les montants qui sont alloués ? Comme vous le disiez, Madame la Présidente, le plan de relance de l'agglomération qui a été voté par le Conseil communautaire au mois de septembre a mobilisé 2 millions d'euros. C'est un effort qui n'est pas négligeable. 2 millions d'euros et dédié directement au soutien aux entreprises. Et à l'heure d'aujourd'hui, quelques mois après, un semestre après, 70% de ces 2 millions, 1,4 million d'euros ont déjà été mobilisés, ont été versés aux entreprises. Voilà les deux grands chiffres. Et justement, quel premier bilan, si premier bilan on peut tirez-vous de ce plan de relance aujourd'hui dans le territoire ? Alors, l'objectif, bien sûr, était, dans cette période de crise, de soutenir directement nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises. Nous avons orienté cette aide dans diverses directions. Tout d'abord, et je cite un certain nombre de démarches très, très concrètes, 352 entreprises ont bénéficié d'une exonération de la CFE qui pèse sur la trésorerie des entreprises, bien sûr. Le montant de cet effort a été de 370 000 euros, pris à moitié, 185 000 euros par l'agglomération. Le fonds local partagé en termes de responsabilité et de financement avec la région Occitanie, moitié-moitié, nous a aidé à soutenir la trésorerie des entreprises et à faire face à la crise immédiatement, dès le premier confinement. Nous avons aidé 48 entreprises sous la forme de subventions. Nous les avons aidés pour faire face à l'acquisition de matériel visant à respecter des mesures sanitaires, investissements particuliers, pour, au sein de l'entreprise,
respecter, promouvoir les gestes barrières, et également pour s'adapter à la nécessaire numérisation des entreprises. Dès lors qu'on changeait de mode de fonctionnement. Également, 152 entreprises de nos PME, TPE ont bénéficié d'une exonération du loyer de leur siège, de leur local, soit novembre ou décembre dernier. Et le montant moyen de cette aide est de 770 € qui allait donc directement à la trésorerie des entreprises. Nous avons également ici, dans ce bâtiment où nous hébergeons des entreprises, exonéré directement de leur loyer 10 de ces entreprises. D'accord. Je rajoute un point, c'est que si nous cumulons, si nous imaginons que l'effort fait par la communauté de l'Albigeois était étendu à l'identique à toutes les agglomérations, à toutes les communautés d'agglomération, on obtiendrait une somme de 13 milliards d'euros à l'échelon national. Ah, vous avez pris votre calculette, effectivement. On a pris la calculette. Nous représentons 1/6500 de l'économie nationale. Et si je multiplie tout simplement notre effort par 13 milliards d'euros par les communautés d'agglomération, si elles font le même effort. Le même effort, ça laisse son Pour autant, pas de triomphalisme aucun, puisque nous savons bien, et nous sommes de tout cœur avec nos amis chefs d'entreprise qui consentent beaucoup d'efforts. Nous savons que 2021, bien sûr, sera une année difficile. Bien entendu. Justement, pour venir, j'allais dire, en soutien aux entreprises, vous avez recours parfois à des montages un petit peu insolites. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? N'effrayez pas nos amis avec le mot insolite. Les montages, disons, originaux. Oui, tout à fait. Classique et un petit peu innovant parce qu'il s'agissait d'être imaginatif pour les aider dans leur projet. C'est ça. Tout à fait. Classique, simplement, nous avons pour mission, c'est le rôle de l'agglomération, notamment de valoriser nos zones, nos activités et de permettre aux chefs d'entreprise qui ont des projets de les réaliser. Par la cession de terrain, par la contractualisation avec des chefs d'entreprise, nous avons pu aboutir par les décisions prises depuis le mois de septembre dernier à la consolidation, à la création, et on est fiers d'annoncer ce chiffre en même temps avec eux de 640 emplois dans le domaine industriel. Ça veut dire avec les emplois induits, 1000 emplois qui seraient restés sur le territoire grâce à vos actions. Créés ou préservés alors qu'il y avait une menace de départ. D'accord. Donc nous avons préservé ou créé 1000 emplois. Nous allons les créer sur les 2 ans qui viennent. D'accord. Et je cite un certain nombre d'exemples. L'entreprise Fémil qui va concentrer toutes ces activités sur notre zone. Safra, l'emblématique entreprise avec son bus Innova et son développement que nous accompagnons en même temps que la région. 450 emplois d'ici 2025. Une pépite du numérique, Numix. Et je fais un clin d'œil à un de nos chefs d'entreprise, Arthur Païs, Mécanumérique, qui héberge une entreprise avant qu'elle ne puisse rentrer dans ses propres locaux. Voilà quelques actions traditionnelles. Et il y a plus d'imagination, oui. Et je cite 2 exemples. Nous avons, de manière volontariste, avec une entreprise que notre tissu et nos amis connaissent bien à Marsac, l'entreprise Compobé, qui était menacée avec ses 130 emplois et ses 130 familles derrière, menacée de cessation d'activité. Nous avons, et le conseil communautaire a décidé d'acquérir le siège de l'entreprise en le lui louant immédiatement après. Donc par cet effort financier, nous avons permis à l'entreprise de préserver sa trésorerie, de sortir d'un plan collectif, d'une procédure collective, et donc de préserver ces 130 emplois. Un deuxième exemple où, avec une entreprise Silob que nous connaissons, et dans un montage innovant à 3, l'agglomération, un investisseur local et l'entreprise elle-même, et par un jeu croisé d'investissement, de réacquisition d'un siège ancien, de construction d'un siège nouveau sur un terrain cédé par l'agglomération. Voilà, un montage original. Nous préservons et nous aidons une entreprise à développer son activité alors qu'elle pouvait nous échapper. Nous la gardons sur le territoire.
Très bien, donc on voit de la créativité, de l'originalité au service du soutien du tissu économique du territoire. Merci à vous. Alors pour illustrer vos propos, je vous propose de donner la parole, j'allais dire, aux premiers intéressés, c'est-à-dire les chefs d'entreprise au travers de 2 petits films. Le premier vous parlera, je pense, évoquera un secteur que vous connaissez bien, Monsieur Gilles, qui est le secteur du BTP. Ah ben pour moi, c'est ma famille de cœur. Mon père était menuisier dans un petit village à 20 km d'ici et c'est toute mon enfance et mon adolescence. Ouais. Très bien. Alors effectivement, le secteur des travaux publics, illustré ici avec le témoignage d'Emmanuel Lacombe, qui est président de la société Benezech TP à Albi, dont l'activité est portée de façon très significative par la demande publique. En vidéo, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue chez Benezech TP. Je suis Emmanuel Lacombe, le président de l'entreprise Benezech TP et je suis aussi, dans le cadre de mes fonctions fédérales, président de la Fédération nationale des travaux publics pour le Tarn. Benezech TP, une entreprise qui a aujourd'hui 60 ans sur le territoire, qui représente environ 80 collaborateurs, qui a plusieurs activités. Une activité démolition, une activité désamiantage et une activité travaux publics. En complément de ces activités, depuis 11 ans, on a voulu donner une dimension économie circulaire à l'entreprise et on a donc monté une plateforme de recyclage et un site d'enfouissement. Donc l'économie circulaire de Benezech TP, c'est on démolit, on déconstruit, on recycle tout ce qu'on peut recycler sur la démolition et tout ce qui est béton et matériaux ultimes, on les emmène sur la plateforme de recyclage, on les recycle, on les transforme en granulats et on les réintègre dans les travaux publics. Aujourd'hui, l'entreprise Benezech TP, c'est une forte volonté d'intégration des compétences. Nous voulons rien sous-traiter, nous avons réintégré complètement un atelier mécanique, un bureau d'études et toutes les fonctions support nécessaires à faire fonctionner l'entreprise. L'objectif, 0 sous-traitance. L'entreprise Benezech TP s'est voulue aussi locale, avec une très forte implication locale. Nous avons fait auditer tous nos comptes par le système BIOM, un bureau comptable externe qui permet de définir le cheminement de tout le chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, Benezech TP, c'est 85% de son chiffre d'affaires qui est redistribué sur le territoire à moins de 40 km d'Albi et 100% en France. Le jour du discours du président de la République, l'entreprise Benezech TP s'est arrêtée le lendemain, comme tout le monde. 4 semaines après la fermeture de l'entreprise, nous avons repris. Et nous avons repris d'une manière totale. Aucune personne n'est restée à la maison après la décision de reprise. Tout cela, ça a été possible grâce à la continuité d'activité que la C2A a soutenue, aussi bien en termes de planification de ses marchés à commande que des délais de paiement pour nos trésoreries. L'entreprise Benezech TP a perdu 20% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020. Mais néanmoins, on a pu passer ce moment très difficile grâce une fois encore à la planification et à l'attention des délais de paiement de la collectivité et c'est absolument primordial pour nos entreprises. Aujourd'hui, dans l'activité des travaux publics, 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise de travaux publics est lié à la commande publique et 30% à la commande privée. Il est absolument évident que pour nos entreprises qui nécessitent énormément de formation, qui nécessitent énormément d'investissement, qui nécessitent beaucoup de trésorerie pour faire tourner les entreprises, il est absolument nécessaire qu'on ait une visibilité et une planification des travaux. Qui dit visibilité et dit planification, dit anticipation pour nous, dit un outil au service de la collectivité, parce qu'il ne faut pas oublier que les travaux publics, c'est les infrastructures, et que les infrastructures, c'est la collectivité. Voilà, un témoignage effectivement particulièrement éclairant d'une entreprise qui est fortement implantée localement dans le territoire et qui emploie localement. Voici maintenant un deuxième témoignage de chef d'entreprise en vidéo, celui d'Éric Boisse, le gérant de la société albigeoise Déclinaison Traiteur. Place au témoignage. Bonjour, donc je m'appelle Éric Boisse, je suis le gérant de Déclinaison Traiteur. Nous sommes situés à Albi, avenue Lattre de Tassigny. C'est une boutique traiteur que nous avons ouverte avec mon épouse en novembre 2014.
La boutique est essentiellement tournée donc, vers la prestation traiteur sur les ventes à emporter. Et aussi, nous faisons tout ce qui est repas d'entreprise, plateau repas, buffet, cocktail dînatoire et repas de famille. Nous donnons une grosse importance à l'utilisation des produits locaux et des produits frais. Nous sommes quasiment en circuit court pour 90% de nos produits et c'est important pour nous. La situation actuelle avec le confinement est quand même assez compliquée. On rencontre des soucis en termes de fonctionnement, d'approvisionnement. L'évolution du chiffre d'affaires s'est stoppée à partir du premier confinement. Aujourd'hui, on réalise à peine 50% du volume d'affaires qu'on avait avant cette période-là. La vente à emporter s'est quelque peu développée puisqu'on a eu une progression d'à peu près 10% depuis le premier confinement, mais nous n'avons plus d'activité sur l'événementiel et nous n'avons plus de prestations extérieures. Alors toute la partie qui est appel d'offres, consultation, c'est une partie qui est importante à prévoir pour nous. Aujourd'hui, ça ne nous touche pas énormément, mais dans l'avenir, je pense que ça peut être un point de développement important. Ça peut nous garantir un volume d'affaires qui peut asseoir l'entreprise, qui peut pérenniser la trésorerie et qui peut surtout nous permettre de gérer tout ce qui est planning du personnel, investissement, d'avoir une vision à long terme. Et ça, c'est en période compliquée comme on a aujourd'hui, qu'on n'a pas du tout de vision. Cette vision-là, elle est importante pour l'entreprise. Dès que ce sera possible et que cette période compliquée sera finie, vous avez la possibilité donc de venir déguster nos plats sur place, puisque nous avons une petite salle de restaurant avec 40 places assises. Et voilà pour ce deuxième témoignage. Nous voyons ici que les entreprises du territoire impactées par la crise ont été et sont soutenues par le Grand Albigeois au travers d'actions très concrètes. Toutes les entreprises à un niveau ou à un autre sont évidemment concernées et nous voyons que les circuits courts peuvent aussi faire partie de la réponse. De même, l'économie sociale et solidaire peut également être un levier de développement pour le territoire. Gérard Poujade, sur ce sujet, je me tourne naturellement vers vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président en charge de l'ESS, comme on dit, l'économie sociale et solidaire, qui fait l'objet justement d'un plan spécifique, un plan prospectif acté en décembre dernier, qui est complémentaire du plan de relance présenté par M. Gilles à l'instant. Quel est l'objectif de ce plan dédié à l'économie sociale et solidaire ? Alors tout d'abord, l'économie sociale et solidaire existe en soi et elle représente 17% de l'économie ou du moins de l'emploi sur l'agglomération d'Albi. Et c'est le premier secteur employeur privé de l'agglomération. Donc c'est déjà en soi un premier traitement de l'économie sur certains secteurs bien particuliers dans le monde associatif, coopératif, mutualiste ou des fondations. Parallèlement à ça, ce que l'on a souhaité, c'est faire un acte 2 du plan de relance, c'est-à-dire, et on a enchaîné ça sur les conseils communautaires successifs. Roland Gilles a présenté l'acte 1 du plan de relance dans le conseil communautaire de septembre. Et le plan ESS, c'était une espèce d'acte 2 de traitement de problématiques qui sont vraies sur l'agglo, pas que sur l'agglo, et qui ont vocation, par les outils de l'économie sociale et solidaire, à fournir des réponses au traitement de questions qui existent sur l'agglo et ailleurs. Comment va-t-il se concrétiser, se déployer concrètement sur le terrain, ce plan ? Alors, l'objet est de mettre en place des opérateurs, 8 opérateurs, qui ont chacun vocation à traiter d'une problématique donnée. Parmi les problématiques que l'on a rencontrées, quand on a rencontré la Banque de France, quand on a rencontré un certain nombre d'acteurs consulaires, c'est de voir comment on pouvait consolider les fonds propres des entreprises. Donc, un des objets, c'est de créer une structure de participation. On est parti sur l'idée d'une SIC, mais... Une SIC, est-ce que vous pouvez déjargonner, s'il vous plaît ? Une société coopérative d'intérêt collectif, pour faire en sorte de pouvoir associer dans le même capital de l'actionnariat public et de l'actionnariat privé. L'objet, c'est de faire en sorte de faire participer le tissu économique au plan de relance de l'agglomération. Et l'objet, c'est de faire ça à 8 reprises sur des secteurs qui sont aussi différents que donc la prise de participation pour structurer le haut de bilan, mais également une foncière pour traiter des questions du foncier. Tout à l'heure, on évoquait la manière dont on est intervenu sur le cas de Compo B. L'objet, c'est d'avoir un opérateur qui serait dédié à ça. Un troisième opérateur sur la mobilité, de voir comment on peut traiter le domicile-travail et d'avoir un opérateur dédié.
Ensuite, et pour moi c'est un petit peu une redite parce que dans une autre vie j'avais vécu ça à la région en mettant en place une structure de capital risque dédiée aux énergies renouvelables. Le premier opérateur qui devrait être prêt d'ici quelques mois, d'ici le conseil communautaire de juin, c'est la mise en place d'un opérateur carbone qui va permettre à toute entreprise du territoire de pouvoir compenser carbone et sur le territoire. En clair, celui qui voudra compenser ses émissions ou travailler sa RSE et qui voudra que cette compensation ait lieu sur le territoire pourra le faire dès la fin du printemps prochain. RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, je décline tous les sigles, c'est très important. Le SS déjà. Le SS, exactement. Merci infiniment à vous, Monsieur Poujade. Alors on le voit, l'investissement public répond ici à des problématiques de terrain sous une forme qui peut parfois être particulièrement originale. Mais l'agglomération peut également intervenir au travers, nous allons le voir, de projets structurants, des projets utiles aux citoyens, bien entendu, mais aussi susceptibles d'être porteurs d'activités pour les entreprises du territoire. Ce sont ces projets que nous allons vous dévoiler maintenant, toujours en compagnie de Stéphanie Guérochomey, Roland Gilles et Gérard Poujade. Mais quelques chiffres. Tout d'abord, lors du Conseil communautaire du 9 février dernier, les élus ont voté un budget prévisionnel de 186 millions d'euros, soit 11 millions d'euros de plus qu'en 2020. Les opérations d'investissement, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, s'élèvent à près de 50 millions d'euros. Je rappelle que l'agglomération a investi sur son territoire 290 millions d'euros depuis 2010, soit 29 millions d'euros en moyenne chaque année. Avant que nous débutions cette seconde séquence de notre webinaire, je vous rappelle que j'aurai le plaisir de relayer directement vos questions à nos intervenants dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Ce soir, nous avons fait le choix de vous présenter en images 4 grandes typologies de projets que nous avons donc rassemblés par grandes familles. Première grande catégorie, bâtiments et équipements.
sur le site de l'agglomération. Place maintenant, toujours en images, à la deuxième grande catégorie de projets, matériel, logistique et moyens généraux. Et voilà pour cette deuxième grande catégorie. Je vous rappelle une nouvelle fois que si vous souhaitez poser des questions, vous êtes tout à fait les bienvenus. Cette soirée est la vôtre. N'hésitez pas à intégrer vos questions dans le chat donc de Zoom, de manière à ce que nos élus puissent y répondre tout à l'heure. Je m'en ferai l'intermédiaire avec grand plaisir. Monsieur Gilles, si vous avez retiré votre masque parce que vous savez que je vais vous poser une question. Et voilà, l'anticipation. Avant que nous découvrions les deux autres grandes catégories de projets, j'ai une question très simple pour vous. Comment, concrètement, agir pour le territoire par la commande publique ? D'entreprise en premier lieu que la commande publique est un domaine fortement encadré par la loi. Et dans ce contexte et dans le strict respect de la loi, quel est l'objectif ? L'objectif pour nous, à travers la commande publique, est de conserver ce tissu performant, le moins fragilisé possible sur l'ensemble de notre bassin albigeois. J'évoquais cet ADN particulier avec la diversification de nos entreprises. L'objectif est là, garder cette diversification, et la commande publique doit aider à cela. Concrètement, comment ? Il nous faut agir dans 3 domaines. 1, le financement, la capacité de financement. 2, l'information, le partage de l'information avec les chefs d'entreprise. Et 3, les modalités de conduite des marchés. Et j'entendais bien sûr tout à l'heure Emmanuel Lacombe qui anticipait déjà, qui a évoqué un certain nombre de points et qui nous tiennent à cœur. Premier point, la ressource financière. Agir sur la commande publique consiste à allouer le maximum de fonds, garder notre capacité d'investissement de manière à pouvoir continuer cette politique. Et le chiffre pour l'année 2021 de plus 12% dédié à notre capacité, à notre niveau d'investissement par rapport à 2020, voilà, est significatif. Là également, Gérard Poujade le disait, c'est une conversation que nous avons souvent, et nous réfléchissons à nous doter d'outils qui nous permettent d'accroître cette capacité d'investissement, avoir une foncière pour l'immobilier et une société, une structure de participation allant chercher des fonds privés nous permettra d'accroître cette capacité d'investissement.
Deuxièmement, le partage de l'information. Quelle est l'idée là? L'idée, c'est de poursuivre ce que nous faisons aujourd'hui. C'est l'exemple même. Partager avec vous, avec les chefs d'entreprise, les projets qui sont les nôtres en anticipant le plus possible, bien sûr, pour que les projets soient bien connus. Une meilleure connaissance mutuelle. De la même manière, nous donnons pour objectif à l'agglomération d'avoir une connaissance la plus approfondie des compétences de nos entreprises, de manière à pouvoir faire coïncider au mieux l'expression de notre besoin, pour nous qui rédigeons les appels d'offres, faire coïncider au mieux nos besoins et les capacités de nos entreprises locales à répondre. Troisième idée là, pour ce partage de l'information, cette bonne connaissance mutuelle, j'ai eu une rencontre très intéressante dès ma prise de mandat. Je l'ai voulu avec un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous ont dit il faut nous rapprocher ensemble, mieux personnaliser notre relation. Alors, voilà, et cette rencontre avec les chefs d'entreprise a été édifiante et avec mes collaborateurs, j'ai pris une mesure qui dépasse largement le symbole, qui consiste à identifier pour nos entreprises, alors on commence par les plus importantes ou celles qui ont une capacité de création d'emploi ou un potentiel d'emploi la plus conséquente ou le plus conséquent, mais nous allons le décliner ensuite. Identifier ici pour nous au sein de l'agglomération un de nos agents, un de nos responsables du service économique qui prendra en compte directement le lien avec telle entreprise, donc personnaliser, identifier l'interlocuteur qui, lui, sera à même de renvoyer tout problème vers le service capable de traiter. Personnaliser, mieux connaître. Un interlocuteur unique, donc. Unique, voilà, une entrée unique. Troisième idée, jouer sur la conduite des marchés. Travailler, être le plus performant possible et penser à la trésorerie de nos entreprises. C'est le troisième volet. La première idée là consiste à intensifier, c'est une demande des entreprises, la pratique de l'allotissement. Et je prends un exemple, oui. Notre centre Le Bon a été divisé, l'ensemble du chantier de réalisation de cet immeuble a été divisé en 18 lots. C'était une demande des entreprises. Voilà, nous avons tenu à la prendre en compte. Deuxième chose, au plan financier, la systématisation des avances financières. Nous savons que la règle ou la barre obligatoire est de 5% de cette avance. Nous sommes à 20%. L'avance pour l'agglomération est de 20%. Nous pensons là à la trésorerie des entreprises. Et de la même manière, s'agissant du paiement sur facture, nous voulons raccourcir au maximum le délai de paiement. Notre agglomération mandate actuellement une facture en 12 jours au lieu des 20 jours autorisés le plus tôt possible. De la même manière, s'agissant du paiement directement, la trésorerie paie une facture en 20 jours après réception. L'idée pour nous est vraiment de favoriser la trésorerie des entreprises, de la préserver. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous allons maintenant visionner un troisième clip évoquant cette fois-ci les projets de prestations intellectuelles et de services. Beaucoup de projets également dans cette troisième catégorie. Et enfin, voici le quatrième et dernier clip consacré cette fois-ci à la voirie, au réseau et aux aménagements.
Et voilà pour ce 4e clip qui présente les derniers investissements. Évidemment, beaucoup de projets. Le moment est venu pour moi de me faire l'écho des différentes questions posées par le public et notamment par les chefs d'entreprise qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir. Alors, j'ai devant mes yeux quelques questions qui nous sont parvenues. Première question, vous dites que le niveau d'investissement, à savoir plus 12%, est fort en 2021, mais qu'en sera-t-il dans les années à venir ? Qui veut se saisir de cette question ? Monsieur Gilles, je vous en prie. Je vous disais en introduction, et nous le savons tous, que la situation conjoncturelle liée à la crise est difficile. Nous avons une visibilité pour 2021. Nous ne l'avons pas forcément pour les années à venir. Pour autant, une réponse d'ordre général à cette question. Quel est le meilleur moyen de maîtriser ou de garder, de préserver une capacité d'investissement ? Pour une agglomération comme nous, pour toute collectivité locale, c'est simplement de maîtriser la dépense de fonctionnement. Et nous nous y attachons. Et à ce titre, la gestion de l'agglomération, s'agissant de ces dépenses de fonctionnement, est tout à fait maîtrisée. Gardons cette démarche vertueuse, positive, pour ménager le maximum de capacité d'investissement. Et puis, nous savons bien que l'économie de l'agglomération dépend du contexte économique général. Et là, on ne peut prévoir sur le long terme ce que sera notre économie. On croise les doigts, bien sûr. Pour qu'à l'échelon national, la conjoncture soit favorable et nous permette de garder cette capacité d'investissement. Très bien, merci. Madame Guiraud-Chaumeil, un complément sur cette question ? Oui, vraiment de manière très complémentaire, parce que Roland Gilles a tout dit, mais il ne faut pas oublier aussi, si ça peut rassurer tout le monde, que la commande publique, certes, c'est de l'argent investi sur le territoire au bénéfice des entreprises, mais c'est aussi la structuration de notre territoire pour demain. C'est-à-dire que si demain on veut des routes, si demain on veut des écoles, si demain on veut des stades, vous avez vu l'ensemble des exemples qui ont été présentés tout à l'heure, si on veut préparer notre territoire pour demain, donner un avenir aux entreprises, permettre à des futurs salariés de venir s'implanter, permettre à des nouvelles entreprises de s'implanter également, il faut que notre territoire évolue aussi. Donc la commande publique, elle est garantie d'une certaine manière aussi par la responsabilité qui est la nôtre de construire le territoire de demain. Par contre, et c'est là où vraiment je rejoins Roland Gilles, c'est que nous n'aurons les moyens de cette commande publique qu'à partir du moment où effectivement nous serons raisonnables sur nos dépenses de fonctionnement, qu'à partir du moment où nous saurons aussi aller chercher des partenariats. Et nous avons un certain nombre de collectivités avec lesquelles nous travaillons également et qui contribuent à cette dépense publique aussi. Donc ça, je crois que c'est vraiment important. La commande publique, elle sera toujours la plus importante possible parce que c'est la seule manière pour nous de préparer notre territoire aux enjeux auxquels il fera face demain. Très bien, merci beaucoup pour ce complément. Une autre question qui nous arrive en direct. Les 20% d'avance cités par Monsieur Gilles sont-ils systématiques ou sur demande ? J'ai plaisir à dire à nos amis chefs d'entreprise qu'il s'agit pour nous d'une démarche systématique. Nous la conduisons de manière volontariste. Donc oui, nous nous attachons à cette règle de conduite. Très bien. Si bien sûr on ne vous les applique pas, n'hésitez pas à le demander. Bien sûr. Mais en principe, c'est systématique. Oui. Très bien, le message est passé. Une autre question, comment situer le Grand Albigeois par rapport aux autres agglos en termes d'investissement public ? Nous ne sommes pas mal positionnés par rapport à la moyenne de notre région. Le Grand Albigeois a une capacité d'investissement de 80%, de 83% supérieure à cette moyenne, avec, et je regarde le chiffre, avec une dépense par habitant, donc s'agissant de l'investissement, de 252 € par habitant pour une moyenne régionale de 139 €. Donc nous avons une performance notable par rapport aux autres agglomérations. Très bien. Et nous continuerons cet effort autant possible. Très bien. Monsieur Poujade, vous souhaitez compléter ? En fait, pour compléter et puis pour rebondir sur le calcul ou la calculette que Roland Gilles a pris tout à l'heure pour extrapoler, sur le plan ESS qui intègre notre opérateur sur le monde agricole et un dernier sur une coopérative de commerce et d'artisanat local, nous avons prévu de mettre dans le mandat de l'ordre de 1,5 million d'euros. Si on extrapolait à l'ensemble du territoire, c'est près de 2 milliards, mais surtout, cet argent, il a vocation à être co-investi.
C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je disais que nous voulons monter dans les fonds propres des entreprises pour faire en sorte d'investir sur le territoire et que ce soit nous, les acteurs du territoire, qui investissions, ce que l'on souhaite, c'est avoir un effet levier qui soit un facteur 3. C'est-à-dire que quand nous mettons 1 euro, nous comptons lever 3 euros. Donc, à l'échelle du territoire, si les 1250 EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale... Ah, ça c'est gentil, vous avez décliné le sigle. J'ai compris. Oui, bah, ça serait bien. Bravo. Sur le coup. Si chacun faisait pareil, ce serait 8 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire qui seraient ainsi investis dans les entreprises du territoire. C'est considérable, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois pour ces réponses et merci évidemment à tous ceux qui nous ont posé des questions. Alors avant de conclure, je vous rappelle que ce webinaire est disponible en replay sur la chaîne YouTube du Grand Albigeois et je vous le redis, l'ensemble des projets présentés ce soir fait l'objet d'un document récapitulatif qui est publié sur le site web de l'agglomération www.grand-albigeois.fr. Alors évidemment, je vais comme il se doit donner la parole pour ce mot de la fin à Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d'Albi et présidente de l'agglomération du Grand Albigeois. Merci beaucoup. Oui, en effet, évidemment, nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient se faire jour ensuite. Mais si je devais résumer la philosophie finalement de ces rencontres de l'investissement public, on pourrait dire que vous avez la volonté d'être acteur de ce territoire qui, pour une majorité d'entre vous, a vu naître et grandir vos entreprises. Et nous avons la volonté d'être à vos côtés et de toujours continuer à vous donner les moyens de vous développer, de vous donner les moyens d'innover, parce qu'on a un petit peu parlé d'innovation, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui va être une clé pour le développement économique dans les temps à venir. Et c'est aussi pour cela que Roland Gilles à la fois est en charge du développement économique, mais également de l'innovation. Et si je peux me permettre de rajouter de l'enseignement supérieur, parce que là aussi, c'est une composante essentielle pour l'avenir de nos entreprises. En parlant du rôle de chacune et chacun d'entre vous, je voudrais en profiter pour bien évidemment remercier l'ensemble des acteurs économiques qui, au gré des enseignements de cette période de crise sanitaire, ont pu peut-être redécouvrir les atouts d'un territoire de taille dite moyenne. Je les remercie de l'intérêt qu'ils portent de manière de plus en plus importante à notre territoire, mais je voudrais quand même en profiter aussi, j'ai envie de dire surtout, pour rendre hommage aux entreprises qui depuis des années contribuent à ce territoire, contribuent à le faire évoluer, contribuent à le faire se développer, contribuent à y créer de l'emploi dans une relation que j'ose espérer de confiance et inscrite dans la durée, dans un véritable partenariat. Ce qui fera toujours la différence dans nos territoires, c'est finalement la volonté des hommes et des femmes de s'y investir, de s'y impliquer et de les faire se développer. 2020, nos chefs d'entreprise interrogés l'ont particulièrement bien exprimé. 2020 aura été une année de défis. Personne ne s'attendait à des défis aussi majeurs. On espérait tous, je pense que 2021 nous donnerait de nouvelles perspectives. Ce sera peut-être une partie de 2021, mais on sait que les années à venir vont faire émerger des nouveaux défis et vont nécessiter plus que jamais que nous soyons vraiment unis et que nous avancions ensemble. Parmi les défis qui vont se faire jour ou qui émergent de manière de plus en plus importante, il y a les défis, les enjeux liés, M. Poujade en a parlé, aux questions d'économie sociale et solidaire, mais également aux questions d'économie circulaire. Et je profite de cet exemple pour bien insister sur le fait que nous avons à l'agglomération des collaborateurs particulièrement compétents, particulièrement attentifs à tout ce qui se passe, à tout ce qui se fait et qui sont toujours prompts à intégrer toutes les nouvelles modalités qui sont susceptibles d'intéresser les entreprises. Parmi celles-ci, vous le savez sûrement, un décret du 9 mars, je crois, a introduit dans la commande publique la possibilité ou l'obligation d'avoir une part minimale de produits issus du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Nous avons d'ores et déjà intégré bien évidemment ces dispositifs. C'est entre 20 et 40% du marché en fonction du montant annuel des achats concernés de ces fameux produits. Et à titre d'exemple, nous allons lancer un marché de mobilier urbain dans les temps à venir qui
intégrera d'ores et déjà l'obligation d'avoir, pour les entreprises qui répondront, 20% de matériaux recyclés dans le cadre de ce marché. Donc nous sommes en permanence réactifs et je crois que ce qu'exprimait Roland Gilles parfaitement bien en disant que nous avons besoin de cette connaissance et de cette relation très spécifique, c'est aussi une manière finalement de vous accompagner toujours mieux dans la réponse au marché public dont nous savons parfaitement bien qu'ils ont beau être simplifiés d'année en année ou de projets de loi en décret, en application et en circulaire, il reste quand même très compliqué pour un certain nombre d'entre vous et les plafonds d'ailleurs semblent devoir faciliter l'accès, la remontée des plafonds semble devoir pouvoir faciliter l'accès d'un certain nombre d'entre vous au marché public, mais ça reste une véritable question et n'en doutez pas, nous y travaillons avec nos équipes pour vous simplifier au maximum les choses. Pour en revenir à la question de l'économie dite circulaire et de manière plus globale, l'environnement va faire partie des enjeux auxquels nous allons devoir nous pencher encore plus. Mais vous pouvez compter sur les équipes et a fortiori sur les élus de l'agglomération pour ne jamais opposer écologie et économie. J'espère que vous l'avez bien compris et que vous n'en doutez pas. Tous ces défis, nous les relèverons bien évidemment ensemble dans les mois et les années à venir. Grâce à cette vision que nous croyons partagée, qui veut que les décisions en matière économique, finalement, devraient toujours préserver et les entreprises du territoire et le territoire lui-même. Alors je vous remercie avec bien évidemment Gérard Poujade et Roland Gilles. Nous vous remercions d'avoir consacré du temps à cette rencontre qui bien évidemment n'a pas la convivialité des éditions précédentes et n'a pas la convivialité de la prochaine édition, nous en sommes persuadés, puisque nous serons ravis de vous retrouver pour une 5e édition en présentiel, avec ces moments d'échange qui sont aussi très importants entre vous et nous, mais entre vous aussi, parce que c'est important, il y a des temps de rencontre comme ça, où finalement vous prenez le temps d'échanger entre vous et de mieux vous connaître. En attendant, nous aurons, j'en suis certaine, nous en sommes certains, d'autres occasions de nous retrouver. Vous le savez, les élus et les services de l'agglomération sont à votre disposition. N'hésitez pas. Et en attendant donc de vous retrouver en vrai, j'ose même plus dire en présentiel, nous voulions encore, avec Gérard Poujade, de Roland Gilles et l'ensemble des élus du Grand Albigeois, vous remercier les uns et les autres pour votre implication pour le territoire, pour le développement de ce territoire, parce que c'est ensemble que nous lui donnerons un avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vos deux vice-présidents et merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis ce soir devant leur écran. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.